Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons expliquer très brièvement le cours 18. C'est pratiquement le dernier cours de la série Architecture moderne. Après les précurseurs, le volet théorique, le Corbusier, on termine avec les congrès internationaux de l'architecture moderne et le style international. Donc, vu le temps très réduit du cours et surtout euh, des séances qui nous restent, nous n'allons pas détailler les congrès de l'architecture moderne, mais nous allons juste les évoquer à titre d'information. Puis, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'approche théorique du style international, mais c'est beaucoup plus sa très grande diversité. Et on va la voir à travers les œuvres et les architectes modernistes. Enfin, donc à travers le projet, on va comprendre le style international. On va terminer bien évidemment Beit al-Qasid, la critique de l'architecture moderne. Parce qu'on a vu à travers le cours de l'HCA, c'est que chaque mouvement, chaque période, chaque époque, chaque style, il prend ce qui existe dans le contexte, ce qu'il y a auparavant comme une base, en le critiquant, en essayant de le développer, de l'améliorer, carrément de l'anéantir, de le supprimer, pour aboutir à quelque chose de nouveau. Donc, l'architecture moderne, elle a reçu beaucoup de critiques. Et c'est ces critiques qui nous vont ouvrir le chemin vers de nouvelles tendances, comme le post-modernisme, qui serait le sujet du dernier cours, Inch'Allah. Donc, on va commencer par les SIAM. Très brièvement, sont des congrès internationaux de l'architecture moderne. Donc, à un certain moment, on a compris que la vérité, elle est là. Il y a une nouvelle société, il y a un nouveau contexte, il y a une nouvelle architecture qui s'appelle l'architecture moderne, et on voulait organiser tout ça. Sauf que on s'est intéressé à certaines questions bien particulièrement. On ne s'intéressait pas à l'approche esthétique de cette architecture moderne, mais on s'intéressait aux problèmes que rencontre l'architecture et la ville surtout, d'une manière générale. Donc les rencontres étaient thématiques, donc chaque congrès fait un thème bien particulier pour discuter l'architecture et surtout l'urbanisme moderne. Donc on a compris que la ville était en crise. Le développement de l'architecture, le développement de la ville, il faut qu'elle rattrape un peu tous les problèmes qu'elle a. Durant cette période, on avait beaucoup plus le problème de logement, crise de logement. Donc parmi les objectifs, c'était rendre pratique et fonctionnel, surtout fonctionnel, les théories de l'architecture moderne, unifier la vision de l'urbanisme moderne et développer une architecture universelle. Donc dans tout ça, c'était trouver des solutions aux problèmes que rencontre la ville. Développer une architecture universelle, c'est-à-dire essayer de sortir de la contextualisation, sortir de cette contrainte, les projets en relation avec le site, avec les cultures et les traditions. Il faut travailler dans l'approche de la mondialisation. Alors, on a des congrès en 1928, 29, 30, tel 59, c'était le dernier congrès, c'est un congrès de dissolution. Donc juste pour voir, 1929, on parlait de l'habitat, 1933, la ville fonctionnelle, puis l'habitat, l'habitat, l'habitat. On voit que le problème beaucoup plus réside dans cette question de l'habitat, projet résidentiel, crise de logement, etc. Le congrès qui était le plus important et influent, c'était le congrès de 1923, qui a été, c'est-à-dire à la fin de chaque congrès, نديروا ميثاق وهنا كان اسمها la charte d'Athènes, parce que 1933 دنا en Grèce, dans un paquebot d'ailleurs, في Babor. Donc la charte d'Athènes, oui, on voulait organiser des règles particulières de l'architecture et de l'urbanisme moderne. On va juste voir ce qu'on a fait dans la déclaration de la charte d'Athènes. Le document est rédigé par Le Corbusier. Il propose des solutions. Donc, pour remédier au problème de la ville, il faut axer
la réflexion sur ces 4 aspects. Le logement, la récréation, le travail et le transport. Le logement, donc, c'est le secteur résidentiel et toutes les fonctions qui ont relation directe avec le secteur résidentiel. La récréation, donc, chaque ville doit avoir des espaces libres de divertissement, espaces verts, etc. Le travail, donc, c'est en relation avec euh, les zones industrielles, comment les disposer ou comment est-ce qu'on fait un zoning ou pas, et le transport, les voies, le, le maillage urbain, les voies, le tracé des voies, العصب الحياة في المدينة اللي هو le transport. J'aimerais juste attirer votre attention que qu'il y a une charte d'Athènes du patrimoine rédigée en 1993 qui était rédigée par un autre groupe d'architectes qui est différente de la charte d'Athènes des Siam. La charte d'Athènes de 1931, elle s'intéresse à la protection du patrimoine. Et parce qu'à un certain moment, l'IG critiquait les styles anciens, les futuristes italiens ont proposé de démolir, etc. On a pris conscience que l'héritage ancien, c'est quelque chose qui doit être préservé, mais comment le préserver, comment le valoriser, est-ce qu'il y a déjà un musée, est-ce qu'on le ferme, comment on le fait, tout ça. Donc ça a été bien édicté, la charte du patrimoine de 1931. Je répète, par un autre groupe d'architectes. Voilà. Pour le style international, donc on fait un contexte bien particulier. Ce que vous avez vu les cours précédents, quand on parlait des précurseurs, on a parlé de Belges, on a parlé d'Autrichiens, on a parlé de Le Corbusier, un Suisse français, on a parlé du groupe allemand, Bauhaus, etc. Et on a un contexte. C'est avec la guerre mondiale, tous les architectes du Bauhaus, c'est qu'avec la guerre mondiale, une grande portion des architectes du Bauhaus ont pris fuite aux États-Unis. L'architecture ou le système d'enseignement de Bauhaus, il ne répondait pas à l'approche de Hitler, qui avait une approche bien différente de cette nouvelle vision de l'architecture. Donc ils ont pris fuite aux États-Unis et ils ont pris avec eux tout le savoir-faire et les principes de cette architecture moderne qui existait en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'architecture moderne en Amérique. Non. Durant cette période, Canada Wright, Louis Sullivan, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais c'était d'une manière différente. Donc l'appellation d'ailleurs Modern Style était déjà utilisée pour définir l'art nouveau. Si vous vous rappelez le cours de l'art nouveau, comment on l'appelle Modernismo en Espagne et qu'on l'appelle Modern Style en Angleterre. Donc pour différencier l'architecture moderne de l'art nouveau, vous avez International Style. Donc Modern Style, c'est l'art nouveau et International Style, c'est l'architecture moderne, tout simplement, mais qui était en dehors du périmètre européen, c'est-à-dire en Europe et à l'extérieur. C'était mondial. La deuxième et la troisième génération de l'architecture moderne. La première génération, on a les précurseurs. Donc Gropius, Peter Behrens, Van de Velde, Adolf Loos, c'était la première génération de l'architecture moderne. La deuxième et la troisième génération de l'architecture moderne, c'est The International Style. Donc il est soutenu par la construction en masse, parce que de la guerre mondiale, il y avait une destruction massive des villes. كان كاين طلب كبير على le secteur du bâtiment. Et donc on voulait reconstruire rapidement plusieurs villes. L'esprit du mouvement moderne, c'est la même chose. Donc les nouveaux matériaux, oubliez les styles du passé, optez pour une architecture nouvelle, une nouvelle technologie, etc. C'est pas la peine de répéter tout ça. Donc en fin de compte, le style international, c'est tout simplement l'architecture moderne. Il y avait quelques notions, c'est pas méchant si on les répète, c'est que on favorisait les formes linéaires,
Ça ne veut pas dire qu'on travaille avec des courbures, mais s'il y a des courbures, elles soient épurées. C'est-à-dire les courbures, c'est pas les formes sinueuses de l'art nouveau, issues des motifs du végétal, etc. Donc là, c'est des formes fluides, courbes, ça vient d'un cercle, d'une ellipse, voilà, d'une courbe bien définie et bien claire. Des espaces flexibles avec des plans ouverts et libres. Donc des plans ouverts, c'est-à-dire il n'y a pas de limite spatiale entre les espaces, il n'y a pas de limite explicite. Donc quand on a des murs avec des portes, etc., généralement on travaille des espaces interconnectés et des espaces, des plans libres. Ça veut dire que le plan il est libre de la structure, où les murs ne sont pas porteurs. Utilisation des porte-à-faux, mais pas que le porte-à-faux, utilisation de toutes les nouvelles techniques de construction, c'est-à-dire les murs rideaux, les très grandes travées, les porte-à-faux, les coques et les voiles minces, tout ça, on va l'exploiter massivement. Absence de décoration, mise en valeur des matériaux, etc. Alors, pour définir le style international, on ne peut pas s'arrêter à une définition théorique. On va essayer de le comprendre à travers les différents architectes. Donc on va commencer par Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, il a travaillé en tant que dessinateur avec Le Corbusier et Gropius chez Better Bernas. Donc il a travaillé chez un architecte très intéressant, très important de la première génération. Donc il était aussi directeur du Bauhaus. Il a quitté vers les États-Unis après la fermeture du Bauhaus par le régime allemand. كان عنده une citation اللي هي less is more اللي ولات من بعد la citation du minimalisme. Donc là on va réduire l'architecture au minimum, réduire les éléments de décoration et simplifier les volumes au maximum. Donc l'architecture se base sur l'honnêteté des matériaux. Donc c'est la même approche que Le Corbusier. Quand on dit matériaux honnêtes, matériaux où il n'y a pas de mensonge, c'est-à-dire on affiche le matériau. C'est-à-dire l'honnêteté des matériaux. L'intégrité de la structure aussi. On a tabir majazi, la structure ne peut pas être intègre ou pas, mais l'intégrité de la structure, c'est-à-dire la structure doit être aussi affichée. Il ne faut pas la cacher. Il était partisan de l'architecture du verre et du fer, donc l'acier et le verre, et bien sûr cette grande relation entre l'intérieur et l'extérieur, la transparence. Parmi ces projets pavillon de Barcelone, donc un exemple à l'intégrité de la structure. Regardez ici par exemple, donc ça c'est une paroi en pierre, là c'est du marbre. À côté on a un élément de structure. Ok. On pouvait dissimuler, on pouvait cacher les éléments de structure avec ce mur. On pouvait le faire facilement. Mais non, l'approche, l'idée c'est que la structure doit être affichée. Donc là, on l'a fait d'une manière explicite et on a voulu exprès laisser les éléments de structure visibles. Ça, c'est juste un exemple. Observez la continuité intérieure-extérieure, comment le mur continue, c'est lui qui continue vers l'extérieur. C'est la même paroi et la limite, elle est très fine, donc c'est juste une paroi de verre. Regardez, même le sol, le revêtement du sol, le carreau, il continue juste à l'extérieur. Ok. Et là, on a une petite limite fine en verre. Ça, c'est quelque chose qui mentionne à peu près comment se travaille ce pavillon de Barcelone. On chauffe avec les matériaux, c'est-à-dire des éléments de structure en métal, okay, et différentes parois qui assurent la continuité. Cette paroi, son rôle, c'est relier entre l'extérieur et l'intérieur. Ça aussi. Donc, ils avaient un rôle bien particulier. Farnsworth House, donc je vous l'approche minimaliste. Si on veut énumérer, si on veut créer une liste, les éléments
qui existe au niveau de la façade ou au niveau de la volumétrie, qu'est-ce qu'on va voir? Rien. Des éléments porteurs, les huma eux-mêmes la structure qui est affichée clairement au niveau de la façade. Donc vous allez voir ici, donc c'est le profilé qui est là, en I, IPN ou la IPE, et une dalle avec des parois vitrées. Une couleur blanche pour rappeler la pureté et une transparence maximale. C'est un building, donc ça c'est un gratte-ciel, les États-Unis. Relation intérieure-extérieure, ce que vous allez voir ici, le contour en rouge, c'est la limite de l'espace intérieur, mais regardez l'interpénétration de l'esplanade, hein, l'espace extérieur, comment il y a une interpénétration entre l'extérieur et l'intérieur. Au niveau de la façade, vous pouvez voir ça. Donc, un élément de structure affiché directement en façade. New National Gallery, ça c'est un musée en Allemagne. Toujours dans l'approche minimalistique, less is more. Le volume, vitrage, transparence, éléments de structure, une couverture. Pas d'éléments esthétiques, pas de décoration, pas de mode de nature, pas de corniche ni de forme superflue. Donc là, le bâtiment il est supporté par 8 piliers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une dalle, on peut l'appeler dalle à caisson ou la dalle alvéolaire. Bien sûr, c'est une structure métallique et tout le reste, il est à l'intérieur. C'est l'espace extérieur dans son revêtement qui s'intègre vers l'intérieur, qui continue. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste délimité un espace couvert ou l'autre on a fermé. Et vous pouvez voir l'utilisation du vitrage ici, c'est pour rappeler un peu la légèreté de la structure, malgré que la structure elle est très très lourde, il y a son poids réel. Mais on a une certaine légèreté, c'est comme si que ça flotte. Le projet de Mies van der Rohe dans le quartier Weisenhof, donc il n'y avait pas que le projet de Mies van der Rohe, donc ça c'était un quartier où on a appelé beaucoup d'architectes de l'époque pour réaliser des bâtiments. C'était une exposition dans le cadre au sujet du logement pour présenter de nouvelles formes du logement collectif, semi-collectif, etc. Donc ce quartier est très intéressant. Donc le même quartier, vous allez voir un projet par Le Corbusier, un projet par Walter Gropius, par Mies van der Rohe, Peter Behrens, etc. Donc ça c'est une vue par satellite du quartier Weisenhof. Donc chaque unité elle est réalisée par un architecte de renommée. Donc ça c'est le bâtiment proposé par Le Corbusier. Donc maintenant qu'on l'a évoqué, donc on peut voir, c'est vrai que le bâtiment est surélevé sur pilotis. Là, cette partie c'est pas un rez-de-chaussée, mais c'est juste pour s'adapter à la dénivelé du terrain. Mais il y a un travail sur pilotis, une fenêtre en bande, la façade elle est libre, les volumes sont bien définis, les couleurs que le blanc plus des couleurs primaires. Là, la touche de Le Corbusier elle est visible. Toiture, terrasse, donc en l'exploitant comme un jardin ou d'autres fonctions particulières. Le bâtiment de Peter Behrens, donc ça rappelle un peu l'approche d'Adolf Loos, donc le purisme, travail sur des volumes, des couleurs pures, toiture plate, qui est exploitée ici d'une manière plate toiture, terrasse aussi. Bâtiment de Mies van der Rohe, donc on a le cachet, c'est le même balcon qu'on a vu l'école du Bauhaus, ok, de grandes baies vitrées, une horizontalité, la couleur blanche, où c'était grosso modo un exemple pour dire qu'on peut faire une architecture en série avec une très grande répétition sans pour autant rester dans les formes classiques. Bâtiment de Hans Scharoun, toujours
le même projet. Donc là, on peut voir travail sur les porte-à-faux, hein, surtout ça, c'est très important. Forme pure, couleur pure, toiture plate. Là, la vérité, donc là, c'est un escalier. Donc pourquoi le travail sur une toiture d'une très grande hauteur? Donc on va laisser juste la hauteur nécessaire pour les escaliers. Un autre architecte aussi du style international, c'est Richard Neutra. C'est un architecte autrichien, influencé par Loos et Wagner, et aussi influencé par Wright, puisqu'il a travaillé chez Wright. Il est très connu pour ses projets des maisons individuelles, qui ressemblent beaucoup au projet de Wright et Prairie School. Donc des lignes horizontales, un plan cruciforme, c'est-à-dire en forme de croix. Bien sûr, absence de décoration, porte-à-faux, etc. Sauf que là, Richard Neutra n'était pas partisan du béton armé, bien particulièrement, mais il voulait mettre en valeur le bois et la pierre et l'intégration à l'environnement. Kima Gulna, dans la même approche des Prairie School avec Wright. Ça, c'est la maison Kaufman, les États-Unis. Pour information, Kaufman, c'était un homme d'affaires riche et il a commandé une maison à l'architecte Wright, liée à la maison sur la cascade. Donc, c'est la maison Kaufman. Voilà, c'est une maison Desert House aussi, mais réalisée par Neutra. Donc, on peut voir les lignes horizontales. Le volume, il est, enfin, le projet, il est représenté par son volume. Une très grande relation entre l'intérieur et l'extérieur. Une mise en valeur du matériau pierre en relation avec le site. On a un plan cruciforme. Donc, un plan commence par une croix avec au centre le foyer ou là, la cheminée. Ça, c'est le principe du Prairie School, le principe qui a été repris par Rice. L'Oval House, donc c'est une résidence située sur un terrain en pente avec une structure métallique. Maintenant, on voit une touche qui rappelle un peu les travaux de Le Corbusier. Donc des éléments de structure qui sont apparents, des fenêtres en bande, toiture plate exploitée en terrasse partiellement avec une couleur blanche. Stilt Houses, donc c'est une série de maisons aussi situées sur un terrain qui n'a pas de valeur, parce que généralement l'assiette foncière ici elle est inexistante, mais on a voulu quand même montrer que même si le foncier n'existe pas, mais on a les moyens d'exploiter, c'est-à-dire ça pour des cellules d'habitation. Maintenant on voit un peu l'influence euh, là on voit que c'est minimalistique aussi, donc comme l'exemple qu'on a vu Farnsworth House de Miss Van der Rohe. Les éléments d'assainissement sont toujours visibles. Une très grande relation intérieur-extérieur à travers cette transparence. L'horizontalité, volume, volumétrie très basique. Un petit marquage de l'entrée ici et la cheminée avec un élément haut. Un autre architecte, Philip Johnson. La particularité de cet architecte, c'est son âge. Donc il a vécu 99 ans. Cet architecte, il a travaillé avec plusieurs styles. Vu son âge, donc il a travaillé avec les architectes modernistes de la deuxième génération, de la troisième, il a travaillé avec l'architecture postmoderniste, etc. Donc on ne peut pas le classer dans une catégorie particulière. Mais j'ai voulu le présenter parce qu'il avait des travaux très intéressants. On va le prochain cours qui parle du postmodernisme. Donc, regardez, là, ça rappelle directement les travaux de Miss Van der Rohe, le minimalisme, less is more, the glass house, ça ressemble beaucoup à la Farnsworth House. Donc, une structure métallique parallélépipédique avec des parois 100% vitrées pour accentuer la relation intérieure-extérieure.
Oscar Niemeyer, cet architecte aussi, il a vécu, donc vous allez voir son âge, donc 80, donc 105 ans. Architecte brésilien, ou on l'appelle parfois l'architecte des présidents. Donc il a participé à la reconstruction de la capitale du Brésil, Brasilia. C'était une conception monumentale soutenue par une volonté politique. Son approche est souvent qualifiée de l'esthétique de l'ingénieur. Alors, euh, Niemeyer, il a été contacté par le président brésilien à l'époque pour construire une nouvelle capitale. Donc on lui a donné tout le plein pouvoir. Donc la liberté économique, budget illimité, technique illimitée, faites tout ce que vous voulez. L'essentiel, il faut que vous nous réalisez des projets différents, des projets qui se démarquent. Et donc là, il a voulu se démarquer par des formes différentes et en travaillant avec le béton armé. C'est pour ça que c'est mis l'esthétique de l'ingénieur. Donc la cathédrale de Brasilia, un exemple. Donc là, c'est un projet, c'est-à-dire fonction religieuse, c'est une cathédrale. Travaillez toujours avec le béton armé, avec un maximum de transparence. Ça, c'est un exemple du travaux sur le chantier. Ça ressemble un peu à l'approche technique de Maqam Shahid. Donc des palmes qui s'appuient. Donc c'est une forme auto-stable. Tous les éléments ici vont s'appuyer l'un sur l'autre sur la partie centrale. Ça nous permet d'assurer la couverture de l'espace en bas. D'autres illustrations sur le chantier et son développement des éléments en béton armé. Donc la structure elle est affichée au niveau de la façade, mais au lieu de rester dans l'approche brutaliste, là on a essayé de travailler ça en peinture en couleur blanche. Le musée national, donc là c'est la cathédrale et à côté c'est le musée national. Donc il n'y a rien à voir mis à part le volume semi-sphérique, demi-sphère, et avec un parcours qui va de l'intérieur vers l'extérieur au niveau de toute cette esplanade. Musée de l'art contemporain, donc là c'est une structure presque en champignon. Donc là c'est toujours dans une approche minimaliste où la beauté du bâtiment elle est faite par sa volumétrie, son aspect extérieur, ce qu'on peut énumérer, une partie vitrée et les parois en béton armé. Donc c'est vrai qu'il y a une peinture, mais on peut voir les éléments, les repères, les empreintes du coffrage. Oscar Niemeyer a réalisé aussi des projets, par exemple dans la salle Omnisport à Alger. La coupole. L'auditorium de l'USTHP, donc Niemeyer a réalisé aussi l'université sciences techniques Houari Boumediene à Alger. On voit ici qu'on est dans une approche beaucoup plus brutaliste. Et il a réalisé des projets qui ont été incomplets. Par exemple, là, au Liban, c'était des projets qui sont incomplets parce que c'est des projets qui coûtent très très cher. Gunnar, c'était l'architecte des présidents, donc on l'appelait pour réaliser des projets de grande envergure où l'ADEF c'était se montrer puissant, etc. Mais malheureusement, c'était des projets qui consommaient beaucoup de ressources, que ce soit au niveau de la construction ou là même après au niveau de l'exploitation de ces projets. Voilà, on va voir, exemple, la forme qu'on voit ici, c'est le même volume qu'on a vu en Brésil. وهذه l'approche de le style international, c'est qu'à un certain moment, le projet il est décontextualisé. Il n'y a aucune relation entre le contexte local et le projet lui-même. Donc le projet là, on ne peut pas déduire son site puisqu'il n'a aucune relation avec le terrain. On peut le trouver en Afrique, en Europe, ou là en Asie, et toujours avec la même forme.
Il y a d'autres architectes du style international deuxième et troisième génération, Otto Eisler, Alvar Aalto, Louis Kahn, James Sterling et d'autres. Donc ils ont travaillé dans la même approche. Donc ils ont développé l'architecture moderne dans la même ligne conductrice, c'est-à-dire oublier le passé, travailler les nouvelles techniques de construction, les nouveaux matériaux, mais chacun avec sa propre personnalisation. C'est pour ça que le style de l'architecture moderne, mais le mouvement moderne, l'architecture moderne tout court, parce qu'on ne peut pas lui définir des caractéristiques bien particulières. C'est une vision, c'est une philosophie particulière. Vers les années 1970, et malgré la grande diversité, c'est-à-dire en forme, en volumétrie et variété des projets du style international, mais il n'a pas été épargné de critiques. Exemple, on a critiqué les gratte-ciel de l'architecture moderne, du style international. Parce que, à un certain moment, tous les gratte-ciel se ressemblent. Tous les gratte-ciel qui ont un plan carré ou la rectangulaire et qui monte en hauteur avec un design très rigide et répétitif. Donc, un rythme d'ouverture, là, une façade 100% vitrée avec un très grand mur rideau. Et le projet il est conditionné par la structure et dénudé de décoration. À un certain moment aussi, on s'est demandé, il faut peut-être avoir une démarche un peu plus souple, un peu plus plastique. C'est qu'à un certain moment, tous les projets ont une couleur blanche, voilà, ils sont bruts, dénudés de décoration. Les formes, elles sont très rigides, c'est-à-dire avec des cubes, des cylindres, des parallélépipèdes, une relation très directe entre plan et volume. On a voulu quand même travailler une approche un peu plus plastique, c'est-à-dire des formes un peu plus variées, un peu plus développées. On ressort un peu de cette architecture très cubique. Et dernièrement, la monotonie de la production architecturale à travers le globe, et on disait que on ne saurait plus où on en est en descendant d'un avion. Et si je descends d'un avion, je vais voir une certaine architecture, je ne peux pas déduire son contexte. Je ne peux pas savoir si je suis en Algérie, si je suis en Espagne ou là je suis au Mexique. Tous les projets se ressemblent. À un certain moment, cette décontextualisation a été critique. Bien évidemment, le développement de l'histoire est dit à travers les critiques. Au Canada, des tendances très diversifiées qui voulaient répondre à, cette critique, parmi lesquelles le post-modernisme et ses différentes tendances. La tendance high-tech, le déconstructivisme, et regardez, on revient encore une fois vers le néoclassicisme. Donc pour conclure, cette architecture qui est venue pour une nouvelle société à travers de nouveaux matériaux, qui a été exploitée d'une manière très riche et très variée à travers les différents pays, à travers les différents architectes, mais vers la fin, elle tombe dans un piège. Et à un certain moment, on cherche une architecture qui soit en relation avec la culture du site, qui soit distinctive. On veut que le projet soit marqué par la culture du terrain, la culture de son contexte. On veut que l'architecture soit quand même un moyen d'exprimer une richesse esthétique. Est-ce que la richesse esthétique peut être exprimée seulement par des cubes, par des volumes dénudés de décoration, avec des couleurs primaires uniquement? On résume toute la beauté de l'univers dans tous ces éléments. Et on va voir dans le prochain cours, Inch'Allah, comment le postmodernisme voulait trouver des solutions à tout ça. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.